aujourd'hui, on assiste à une causerie qui a été conçue, la recherche et la conception sont de Pierre Provost et Fernand Alain. C'est la révolte des Paspéias de 1886. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement Wilfrid Joseph et Fernand Alain. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien en arrière? Parfait. On ne pensait pas d'avoir un parterre aussi imposant. Merci. Alors, en mon nom et au nom de Fernand, je vous souhaite la bienvenue et on vous souhaite un agréable après-midi en notre compagnie. Donc, comme Chantal vient de l'indiquer, on va vous parler de la révolte des Paspéias à Passepébiac en 1886. L'histoire n'est jamais écrite par les vaincus. Ce sont les vainqueurs, les possédants et les régnants qui écrivent l'histoire à leur manière, à leur vérité. Celle que vous allez entendre n'a jamais été racontée, sauf ce que la rumeur populaire en avait retenu. Des bribes éparses où il est question d'émeutes, d'emprisonnement. La haine viscérale des riches marchands exploitants qui avaient fait emprisonner des pères de famille dont le seul crime eût été de vouloir nourrir leurs femmes et leurs enfants en ce terrible hiver 1886. Tout commence en cette période des réjouissances annuelles du temps des fêtes. Bien sûr, on s'amuse ferme en cette période de repos après les durs temps de pêche. Les saisons sont bien rythmées. Le système des robins est bien rodé. On pêche, on s'endette, on emprunte l'hiver de quoi survivre pour pouvoir durer jusqu'au printemps suivant. Antoine Bernard cite dans son livre un vieux pêcheur avant la crise de 1886 qui dit ceci: « C'était le bon temps, et quand tout était dépensé, on allait voir les Monsieur Robin. Ainsi va la vie au pays de Passepébiac, et ce depuis des générations. » En ce lundi 11 janvier 1886, une nouvelle provenant des îles Jersey va avoir des conséquences dramatiques pour la Gaspésie. Mais à des milliers de kilomètres des îles anglo-normandes, la tempête qui se lève n'a pas encore montré de signes visibles sur nos côtes. Philippe Gossette, directeur et actionnaire de la Jersey Banking Company, ainsi que secrétaire d'État du duché de Normandie, fait poser une affiche à la porte de sa banque. Des circonstances imprévues ont contraint cette banque de suspendre ses paiements. Jersey, 11 janvier 1886. La mauvaise nouvelle se répand dans l'île à la vitesse de l'éclair. La banque ne peut plus payer les intérêts sur les bons du Trésor public et ses engagements financiers dépassent largement les fonds disponibles. Cette banque, fondée sur un système de crédit illimité, rend responsable tous ses actionnaires de tout déficit de la banque. Mais Philippe Gossette est un des grands financiers de l'île. Il va sûrement trouver une solution à ce problème que l'on souhaite passager. De plus, n'est-il pas le beau-père du procureur général de la Reine? Une enquête est ouverte par le Comité spécial des États et tous les documents de la Jersey Banking sont mis sous scellé. Les journalistes publient les premiers articles annonçant la faillite de la banque. À Montréal, on reçoit les nouvelles en provenance de Londres que la Jersey Banking a fait banqueroute. Un télégramme est expédié à M. Georges Romrill, agent de la CRC à Passepébiac.
Celui-ci blêmit en lisant que la compagnie Charles Robin, fondée en 1766, est en banqueroute. Monsieur Stan Edward Hu, agent de la maison Le Boutillier, reçoit le même message. La Baby est en banqueroute elle aussi. Les deux étant dépendants de la même banque jerseyaise et dans lesquelles Philippe Gossette est actionnaire. Si les deux compagnies ne reprennent pas rapidement leurs activités, plus de la moitié du village sera sans provisions et compte sur les avances des compagnies pour subsister jusqu'au printemps. De plus, l'hiver, elles font travailler les pêcheurs à divers travaux, allouant jusqu'à 40 $ par famille pour ces mêmes travaux. Mardi, 12 janvier 1886, banc de Passepébiac. En descendant la côte du banc, là, j'ai rencontré Félix. Je ne l'avais jamais vu énervé de même. Ma grand-fou du beau Dieu, je m'ai dit à moi-même, il va faire une syncope, tiens. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as là, mon Félix? On dirait que t'as le feu au... Je le dirai pas, là, OK? Mais il peut pas avoir un tongue qui t'a piqué en plein mois de janvier. Il m'a répondu, il dit, parle-moi-en pas, tu le croiras pas toi non plus, la CRC est fermée, banqueroute. Romeril, là, le ZAN de Cronsec. Il refuse de nous faire du crédit. Puis les magasins sont pleins à craquer parce que, je le sais, les bateaux sont arrivés dernièrement des vieux pays. Je le croyais pas vraiment, mais il n'est pas menteur. J'ai été voir de mes yeux, puis il avait raison. Romeril, là, il veut pas qu'on s'énerve, ouais. Mais on n'a pas de réserve pour l'hiver, nous autres, là. On va chercher quand on a besoin. Et j'ai pas hâte de dire ça à la femme, elle va s'énerver, elle et tout, là, parce qu'on a une famille à nourrir, nous autres. Ce même mardi, 12 janvier 1886, les notables de la place, le maire de Passepébiac, John Legrand, les agents des deux compagnies, Hu et Romeril, les curés Larrivée de Passepébiac et Smith de Saint-Godefroy, le pasteur anglican de New Carlisle et l'ex-lieutenant-gouverneur du Québec, Théodore Robitaille, se réunissent. Un tour d'horizon leur fait vite comprendre l'ampleur du désastre. Ces compagnies qui font les frais, qui dans les faits n'en étaient plus qu'une, parce que Gossette était aussi actionnaire des deux compagnies. Donc, ces compagnies qui, dans les faits, n'en étaient plus qu'une, par leur faillite, plongent dans la misère plus de 5000 familles en Gaspésie, sur la Côte-Nord et en Acadie. On songe à mettre sur pied un comité de secours si jamais les réouvertures tardaient à survenir. Jeudi 14 janvier 1886, île Jersey. Après une première analyse des documents saisis à la Jersey Banking Company, Philippe Gossette est arrêté et accusé de détournement de fonds. Il est transféré à la prison publique. Le lendemain, il est admis à l'hôpital général à la suite de malaise. Mon dit Gossette de marde. Tout est de sa faute. Un voleur en habit du dimanche. Tu sais, le collet opposé, la chape dans le cou, tu te méfies pas des gars de même, hein? La nouvelle a fait le tour du Trecarré comme une poudrerie. On s'est tout rassemblé en avant du presbytère, tiens. Parce que là, se tenait la première réunion de secours.
On applaudit nos curés l'arrivée. On dit rien quand les protestants passent. Mais on crie après Romeril puis Stan Hu. Il faut que je vous parle d'Henry Barry. Ça, c'était Jarzin. Il avait volé dans son pays. Ça fait qu'il a été jugé, puis pour le punir, là, ils ont dit la prison ou ben dans la Gaspésie. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? À votre idée, là. Il travaillait pour les boutilliers. Mais c'était un voleur pareil. Barré avait toujours 2-3 passe-payants autour de lui. Azuel Duguay, Hilaire puis Placide d'Aspiron, ses acolytes. Toujours à côté de lui. Eux autres, là, que je viens de nommer, ils ne croyaient pas à la banqueroute, eux autres, là. La réunion finie, ils ont demandé des questions. Pas de réponse. Juste nous dire de ménager la nourriture qui nous reste. Hey. L'hiver est dur, puis l'heure, puis il ne reste plus grand-chose à manger, là. Tu ne peux pas ménager ce que tu n'as pas. Rien à faire, Barré a dit à Élysée, il y a d'autres choses à faire que crier. On va aller sur Placide d'Aspiron, puis on va voir ce qu'on va voir. On était au 14 janvier. Mercredi 20 janvier 1886, Saint-Hélier, île Jersey. En fait, le bilan des possessions de la Jersey Banking, on réalise l'impact de la fermeture des compagnies sur les pêcheries canadiennes. Des milliers de personnes dépendent des deux compagnies. Des rumeurs de famine, des rumeurs de révolte et la mise à sac des magasins des compagnies serait préjudiciable aux intérêts des créanciers. On calcule que la CRC a 14 voiliers de commerce et de cabotage, 300 embarcations de pêche et que 2000 personnes dépendent de cette compagnie. La Baby a 12 navires de commerce et de cabotage, 165 embarcations et 1200 personnes qui dépendent de cette compagnie. Par leur système de prêts et d'avances, les deux compagnies dépensaient près de 40 000 $ par hiver pour différents travaux. Fin janvier 1886, Gaspésie. Malgré la constitution de comités de secours, formés en majorité par les élites locales jerseyaises, sauf 2 curés francophones et aucun à l'exécutif, dans toutes les paroisses de la Gaspésie où la CRC et la Baby font affaire, les aides financières entrent au compte-gouttes et les curés responsables de la distribution des bons ont très peu à donner. Pourtant, il y a plus de 4000 barils de farine de stockés dans les magasins. Ordre est donné, depuis Jersey, que seuls ceux qui peuvent payer peuvent en obtenir. On fait appel aux médias, à la population, au gouvernement pour obtenir rapidement de l'aide. On s'inquiète, car des mesures de menace de piller les entrepôts se font sentir. Selon une dépêche de Londres, une demande de faire intervenir les troupes pour protéger les propriétés est faite, et cette demande, elle est faite au gouvernement canadien envers le gouvernement impérial à Londres. Vendredi 5 février 1886, Parlement fédéral d'Ottawa. Le gouvernement fédéral vote une aide de 2000 $ à la condition que le gouvernement provincial en fasse autant.
à partager aux centaines de familles nécessiteuses. Ces sommes seront consenties aux 2 entreprises qui verront à distribuer la nourriture et se faire rembourser les sommes par celles-ci lorsqu'elles le pourront et que la somme recueillie soit retournée au gouvernement fédéral. Selon la Gazette, le journal de l'époque, cette mesure est plus dans l'intérêt des marchands que celui des pêcheurs. Rimouski, vendredi 12 février 1886. Dans une lettre au premier ministre du Québec, le mardi 2 février 1886, Monseigneur Jean Langevin, évêque de Rimouski, propose 3 mesures immédiates pour empêcher les gens de mourir de faim. Premièrement, un secours immédiat en provisions de bouche à faire distribuer par les curés tout au long de la côte. 2. Une quantité de grains de semences et des pommes de terre pour la saison à venir. 3. Adopter des mesures pour ouvrir l'accès aux terres et la concession aux pêcheurs par le gouvernement. Il faut rappeler que Robin, pour s'assurer d'une main-d'œuvre permanente qui s'adonne à la pêche, avait, dès son installation permanente à Passepébiac, fait distribuer les terres de la région par petits lots, afin que nul ne soit détourné de la pêche et ait à s'occuper de ses animaux, de ses prés et pâturages. Nous avons besoin de pêcheurs, pas d'agriculteurs, avait-il déclaré lors de la distribution des lots de terre. Lundi 8 février, quai de Passepébiac. Le commandant Wakeham, représentant du département des mines et des pêcheries, dans sa tournée des maritimes pour s'enquérir de la situation de misère des pêcheurs, dit que c'est à Newport et à Passepébiac qu'il a vu le plus de nécessiteux. Il veut s'assurer de la répartition de l'aide financière. Il y a actuellement 180 $ de souscription reçues. En calculant les besoins des pêcheurs, il faudrait 30 000 $ pour se rendre à la saison de pêche. Les 4 000 $ de prêts des 2 gouvernements sont largement insuffisants pour répondre à la demande. Mercredi 10 février 1886, Parlement de Québec. Le shérif Louis-Zéphirin Jonca de Gaspé explique la situation aux membres du cabinet de Québec. Les magasins des compagnies sont fermés, mais regorgent de provisions. Si le gouvernement n'intervient pas, les provisions seront prises de force. On ne se laisse pas mourir de faim quand il y a entre la faim et les moyens de l'assouvir l'épaisseur d'une planche. Si le gouvernement veut faire intervenir l'armée, il en coûtera plus cher que de venir au secours des familles nécessiteuses. Il y a à Passepébiac plus de 5 000 quarts de farine. S'il y a pillage, les provisions manqueront parce que le pillage implique une mauvaise distribution. Vendredi, le 12 février 1886, au Cap-Breton. Les agents de Robin ont reçu l'ordre de Jersey de faire des avances aux pêcheurs des maritimes. À Passepébiac, on se réjouit de cette bonne nouvelle, car sans doute la même mesure sera prise en Gaspésie qu'en Nouvelle-Écosse, où la misère est moins grande. Cette mesure ne s'étendra pas à la Gaspésie. Lundi 15 février 1886, banc de Passepébiac. Y a-t-il quelque chose de plus dur pour un père ou une mère de voir ses enfants souffrir de la faim, puis se coucher l'estomac vide?
Le 15 février 1886, il y a eu comme une procession dans la côte du Banc, 200 personnes qui descendent vers les magasins puis les entrepôts. Je me dis, c'était bien beau de voir du monde décider de même, mais en même temps, triste, parce que ta famille manque de tout. Il y a bien eu des promesses, mais des promesses, ça ne met rien dans l'estomac du monde. Ça donne la faim, les promesses. Le monde est venu comme fou, hein? Narcisse, Salomon puis Placide, eux autres, ils ne se laissaient pas faire. Pour eux autres, là, des promesses, c'est pas assez. Ça prend des provisions pour 3 mois. Puis plus de signage de billets de remboursement, c'est assez. Puis c'est là que Élisée a crié « Eau de fonce ». Les agents Romeril puis Stan Hu, de même que le curé l'arrivée, là, te blâment comme des pets. Des morts. Ils n'ont jamais pu arrêter ce gang-là, hein? Déchaîné, essayer d'arrêter un cheval qui est en rue. Un coup que les entrepôts Robin étaient vidés, ils ont été sur les boutilliers, les voisins. Pauvre monsieur le curé l'arrivée. Il a bien essayé d'arrêter le monde. Même, ça a l'air qu'il s'est mis les bras en croix, même. Il s'est fait tasser. Quand t'as faim, t'as plus de religion. Tu parles au beau Dieu direct. Assuel a même dit, je crois que s'il reste là, on va le crucifier sur la porte. C'est pas tout, le curé l'arrivée, là. Gêné un peu, hein. Son bedeau, 3 chantres, puis un marguillier étaient dans la gang. Pour moi, là, tu peux pas prier, là, le ventre creux. En après-midi, toujours au banc de Passepébiac, 15 février 1886. Le pillage a duré jusqu'à la noirceur, vers 4 heures de l'après-midi. Le maire Legrand s'est précipité au télégraphe pour demander le secours de l'armée. On évalue le vol à 360 barils de farine et d'autres provisions et marchandises sèches. Le comité de secours se réunit d'urgence et dans le but de prévenir d'autres incidents décide de distribuer 100 barils de farine. Mardi 16 février 1886, toujours au banc de Passepébiac. La ville est calme. Les shérifs font protéger les magasins et les entrepôts. Les autorités veulent faire arrêter les chefs des émeutiers, mais on a peur de s'en prendre à eux et voir la population au complet se révolter. Le même jour, le Canadien de Québec et la presse de Montréal annoncent que 200 émeutiers ont pris d'assaut les entrepôts de Robin et Le Boutillier et qu'ils se sont emparés des provisions. Ils s'indignent que l'on veuille envoyer l'armée qui n'arrivera pas avant le printemps et n'aurait rien à faire. Et d'écrire, dans les journaux, on ne doit pas supposer que toute une population se laissera mourir de faim en présence de magasins remplis de farine. Qu'on tienne compte de ce que chacun a consommé à l'été et il le rendra en poisson. On abuse réellement du militaire dans notre pays. Voilà qu'après les métis de l'Ouest, on veut les mêmes services pour obliger les gens à mourir de faim en Gaspésie. Qu'on leur mette du pain dans la bouche, ils ne crieront pas très fort. En après-midi, les troubles recommencent. La ville est aux mains des émeutiers. Legrand envoie un second télégramme demandant l'intervention de l'armée. Dans la soirée, la bande à Barré, Oswald et Hilaire Duguay et Placide Aspiro s'introduisent par effraction dans l'entrepôt des douanes de la compagnie Le Boutillier. Ils volent du porc salé,
des raisins, 3 barils de farine, du tabac et des marchandises sèches. Montréal, le 17 février 1886. Le député Fortin explique la situation catastrophique de la Gaspésie aux médias montréalais. Il estime que l'aide apportée à ce jour est insuffisante et insiste sur la nécessité de fournir par souscription de l'aide aux pêcheurs. Il craint que les événements des derniers jours ne se reproduisent et fassent boule de neige. Il sait que jamais les hommes se laisseront mourir de faim leurs femmes et leurs enfants alors que les entrepôts regorgent de provisions. Près de 963 $ sont amassés par souscription. Mercredi 17 février 1886, à 7 heures du matin, sur le banc de Passepébiac. La foule est encore réunie près des entrepôts et réclame assistance. Des pêcheurs de Saint-Godefroy sont venus les joindre. Ils n'ont pas mangé depuis la veille pour plusieurs. Le maire Legrand a fait assermenter plusieurs Jerseyais comme shérif adjoint au shérif Shepherd de New Carlisle. Ils sont 11 constables avec revolver à 7 coups chargés. Il lit la loi de l'émeute et exige que la foule se disperse. Il promet 1 quart de farine à chacun, du lard, du thé et de la mélasse. La foule se disperse, mais les meneurs laissent bien entendre que si on cherche à les arrêter, ils ne se laisseront pas faire et que les autres pêcheurs vont les défendre. Jeudi 18 février 1886, chez Élysée. C'est sur Élysée d'Aresby que Narcisse Albert, Abel Chapadeau et Édouard d'Aresby, les 4 chefs, ils ont eu une rencontre pour voir comment ce qu'il allait s'y prendre. Là, il n'y a pas juste à Passepébiac que ça chauffe, là. Même le pêcheur de Saint-Godefroy, là, il veut l'embarquer. Et comment faire avec des conestables armés qui protègent les entrepôts? Alors, les employés des magasins puis les conestables, ils ont eu des menaces de pêcheurs, mais toujours pour avoir de quoi manger, hein? Là, c'est calme. Mais la marmite, là, elle bouille pareil. Vendredi 19 février 1886, Palais de justice de New Carlisle. Afin d'éviter de nouveaux troubles, les plaintes sont déposées et l'avocat Manalque Tremblay rédige l'acte d'accusation contre les émeutiers et ordonne au shérif Shepherd leur arrestation. On doit conduire au palais de justice Élisée de la Roseville, Narcisse Albert, Abel Chapadeau, Édouard de la Roseville, James Blais et Salomon de la Roseville. En après-midi, Henry Berry est arrêté. Le lendemain matin, Oswald Duguay, Hilaire Duguay et Placide Aspiro sont conduits en prison à 11 heures. Samedi 20 février 1886, Newport. Malgré les emprisonnements des leaders, les menaces se poursuivent à Passepébiac envers les employés des compagnies de reprendre l'attaque des entrepôts si on ne leur donne pas à manger. Voilà qu'à Newport, plus de 100 personnes viennent en foule demander assistance et menacent à leur tour de défoncer les entrepôts de Robin. On réussit de peine et de misère à calmer la foule en leur promettant farine et lard salé. Lundi 22 février 1886, Passepébiac, on procède à l'arrestation d'Abel Chapadeau et d'Édouard de la Roseville. Mardi 23 février 1886, Passepébiac, Élisée de la Roseville et Narcisse Albert sont arrêtés à leur tour. Après ces arrestations,
Le shérif Shepherd écrit au gouvernement qu'il a la situation en main. Donc, nul besoin d'envoyer l'armée ou la police fédérale en Gaspésie. Jeudi 25 février 1886, Palais de justice de New Carlisle. À Carlisle, à la cour, là, toute Paspeyote est là. Hein? C'est Romril puis Stan Hu qui ont déposé les plaintes. Puis après, ben, il y a eu les arrestations. Le monde qui a été arrêté, là, c'est eux autres qui ont fait manger nos ancêtres. Les enfants, les créatures en famille, puis les vieux. Ouais. Abel Chapadeau, Édouard d'Aresby, Élisée d'Aresby, Narcisse Albert, James Blais, puis Salomon d'Aresby, des héros, peut pas dire. Des héros. On devrait leur faire une statue. À Carlisle, le monde de la place avait été pour les faire libérer. Hein? Mais qu'est-ce que tu peux faire contre du monde armé? Comme si nos ancêtres étaient des criminels, du monde vaillant qui ont tout bâti ça, le bain, là, à l'huile de bras, mais ils avaient faim. On les a libérés sous caution. On les a descendus de Carlisle à Paspeya en procession. Mais on savait, ça t'a pas fini. Hein? La cour t'a fixé au 26 d'octobre. Vendredi 26 février 1886, Palais de justice de New Carlisle. Le juge Tremblay ouvre la séance à 10 heures. Il ordonne que le procès se déroule au mois d'octobre 1886 à New Carlisle, devant la cour criminelle, dite cour du banc de la Reine, et que Barry reste en prison jusqu'à son procès. Mercredi 31 mars 1886, Île Jersey. La CRC passe aux mains des messieurs Gervais Legros, Édouard Laperelle et Elias Colas. Ceux-ci s'engagent à reprendre les activités au printemps qui vient. La Baby passe aux mains de messieurs William Leboutier, Fauvel, Joshua Alexander et John Wright. Et ceux-ci aussi vont reprendre les activités de pêche au printemps. Mercredi 14 avril 1886. Le golfe et la baie sont maintenant presque clairs de glace. Les maisons des messieurs Robin et Leboutier ont repris leurs activités avec de nouveaux propriétaires. Les pêcheurs pourront maintenant se procurer l'ouvrage et les avances qui leur manquaient et subvenir aux besoins de leur famille. On propose d'acheter des graines de semences et des patates pour semer ce printemps afin d'éviter une famine comme celle qui a sévi ce dur hiver. Le curé Smith, Saint-Godefroy, évalue les besoins à 380 quarts de patates, 476 minots d'avoine à 70 sous le minot chez Robin, 40 sous ailleurs. 137 minots d'orge qui se détaillaient avant à 80 sous, maintenant $1. Il réclame rapidement de pouvoir avoir ces semences, car, dit-il, une piastre de semences en été valent 5-6 piastres en hiver. Jeudi 21 octobre 1886, au mardi 26 octobre 1886, cour du banc de la Reine, session d'automne, Palais de justice de New Carlisle. Sont présents Charles de Darvaux, procureur de la Couronne, ainsi que le juge J.E. Larue. Le grand jury est composé de 15 anglophones et de 2 acadiens. Après délibération du grand jury, sont reconnus coupables d'émeutes et de saccage d'entrepôts Narcisse Albert, Édouard de la Rosebille, Abel Chapadeau, Salomon de la Rosebille, Élisée de la Rosebille, James Blais. Sont donc condamnés à 2 ans de pénitencier Narcisse Albert, Abel Chapadeau, Édouard de la Rosebille,
et Élisée de la Roseville. Et condamné à 6 mois d'emprisonnement et aux travaux forcés, James Blais, James Blais et Salomon de la Roseville à 2 mois d'emprisonnement sans travaux forcés. En ce qui a trait à Henry Berry, aucune preuve formelle n'ayant été prouvée contre lui, il est acquitté de vol. Le Courrier du Canada écrit « Le résultat a causé une vive surprise et semé la terreur parmi les autres émeutiers. » La grande ombre de l'histoire a couvert ces événements qui ont disparu de la mémoire collective, laissant aux révoltés de la faim un goût amer de défaite, de gêne et de honte. L'histoire n'est jamais écrite par les vaincus, elle est écrite par les conquérants, les possédants et les régnants. En guise de conclusion, ce cri du cœur d'Auguste Béchard, inspecteur d'école, battu par les sbires de Robin à Percé lorsqu'il venait encourager l'instruction des fils de pêcheurs, ce que les commerçants jerseyais ne voulaient pas, car selon eux, ils avaient besoin de pêcheurs, pas de gens instruits. Seraient-ils meilleurs à la pêche si on les instruisait, disait-il. Voici ce qu'a écrit Auguste Béchard. Malheureusement, la maison Robin, ce sont ces marchands, race de vampires, sans entrailles et sans caractère moral. Ils ont sucé les sueurs et le sang des pêcheurs gaspésiens et les ont tenus dans la misère, loin des écoles, de l'agriculture et de toute idée de progrès. C'est sur eux que doit retomber, ces sangsues de pêcheurs, tout le poids des reproches que l'on peut faire en voyant l'apathie, l'engourdissement, le sommeil de cette brave population. Ces marchands engraissés, ayant recueilli le profit matériel de leur commerce infâme, il n'est que justice qu'ils en recueillent toute la honte et la malédiction. Ça fait 131 ans cette année qu'il y a eu la révolte. Le temps passe. Mais il ne faut pas oublier le passé, pas vivre dans le passé. Mais on n'a pas le droit d'effacer ces événements de nos mémoires comme on efface un tableau. C'est une page de notre histoire, peut-être bien pas la plus belle, mais touchante. Juste à en parler, là, ça me rend émotion. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a hier, aujourd'hui, demain, mais veut pas, là, on a dans nos vies ça qui s'est passé hier. C'est ça qui fait qu'on est plus fort pour défendre nos idées. Parce qu'il y a eu du monde qui n'a pas eu peur de défendre leur fierté. À Narcisse Albert, Édouard d'Aresby, Abel Chapadeau, Salomon d'Aresby, James Blais, Élisée d'Aresby, merci. Merci.